Simonet frappe à but. Quel but! Signe Marco Simonet. Quel but de David Trezeguet! Quel geste incroyable! Bienvenue sur Monaco, champion de l'an 2000, une série Radio Diagonale. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle série, un petit peu sur le modèle de ce que vous a proposé Damien avec le Périple Rouge depuis quelques mois. En effet, pour les prochains mois, je vais vous proposer de revivre avec moi la saison 1999-2000, marquée par le titre de champion de France pour l'AS Monaco et dont nous allons célébrer les 20 ans. Nous allons démarrer aujourd'hui avec la genèse de ce titre, en nous intéressant aux mois et aux années qui ont précédé cette saison. Du côté du Rocher, la saison 98-99 aura marqué la fin d'un cycle. Arrivé au club en 1995, Jean Tigana a démissionné juste après la reprise de janvier, une dernière victoire en Coupe de la Ligue contre Caen, à la surprise du président Campora et sans la moindre indemnité de départ. C'était peut-être la saison de trop pour celui qui avait été pressenti pour succéder à Aimé Jacquet à la tête des Bleus champions du monde, et qui était finalement resté en principauté. Le technicien quitte Monaco avec un bilan plus qu'honorable. Un titre de champion de France en 1997, 2 fois troisième, une demi-finale de Ligue des Champions, une demi-finale de Coupe UEFA, un jeu souvent séduisant et une place officieuse parmi les meilleures équipes d'Europe. De quoi le placer parmi les tout meilleurs coachs de l'histoire monégasque, aux côtés de ses illustres prédécesseurs Lucien Leduc, Gérard Banide ou encore Arsène Wenger. Trouver un successeur à Tigana ne s'annonce donc pas une mince affaire pour les dirigeants du club. Pour assurer l'intérim, ils ont nommé celui qui n'est autre que son adjoint, en charge de la préparation physique, mais aussi une légende du club, Claude Puel. Dans sa mission, il est entouré de 2 autres joueurs historiques de l'AS Monaco, en la personne de Jean Petit et Jean-Luc Ettori. Ce sont tout simplement les 3 joueurs les plus capés de l'histoire du club qui sont désormais aux manettes. Alors, Puel a fait du chemin depuis, mais à l'époque, il s'agit de sa toute première expérience en tant qu'entraîneur numéro 1. Difficulté supplémentaire, Monaco sort d'une première moitié de saison délicate, et pointe à la 7e place du classement, à 19 points de la tête. Par ailleurs, les Rouges et Blancs ont déjà quitté la scène européenne, éliminés dès le 3e tour de la Coupe UEFA par l'Olympique de Marseille, futur finaliste de la compétition et vice-champion de France, dans le premier duel franco-français de l'histoire en Coupe d'Europe. Une véritable déception après 2 demi-finales européennes consécutives. On est donc bien en dessous des attentes au vu de la régularité monégasque au haut niveau dans les années 90, une finale et 4 demi-finales européennes en 10 ans, quasiment toujours sur le podium de la Ligue 1, mais aussi de l'effectif. En effet, quand la saison démarre, Monaco peut encore se targuer d'avoir dans son groupe 3 champions du monde 98, le meilleur gardien du monde, Fabien Barthez, ainsi que son duo de jeunes attaquants, David Trezeguet et Thierry Henry. Toutefois, ce dernier, en froid avec Tigana, mécontent de son rôle dans l'effectif, quittera le club au mercato d'hiver pour rejoindre la Juventus et puis faire derrière la carrière qu'on sait. L'effectif compte aussi encore de vieux briscards qui ont participé au titre de 97 et aux épopées européennes, comme Franck Dumas, Victor Ekpeba et Martin Djetou, et des jeunes prometteurs comme Ludovic Giuly, Philippe Cristanval ou Willy Sagnol. On le voit, une bonne partie de la base du titre de 2000 est déjà là. Avec cet effectif, Claude Puel va réussir ses débuts à la barre de l'AS Monaco. Se basant sur un remaniement tactique passant de l'historique 4-4 de losange de Tigana à un 4-4 de Aplat, Puel va en effet obtenir 10 victoires, 4 nuls et une seule défaite en 15 journées, permettant à la SM de limiter la casse et de terminer à la 4e place. Derrière un trio Bordeaux-Marseille-Lyon, échouant finalement à 10 points du champion girondin. Avec cette 4e place, Puel a transformé son intérim en CDI, et Monaco s'est assuré une place en Coupe UEFA pour la saison 99 à 2000, s'évitant ainsi une aventure périlleuse en Coupe Intertoto. À 2000, un chiffre mythique, un chiffre qui fait rêver. Une année de prestige pour aller inscrire une nouvelle ligne au palmarès du club. C'est en tout cas ce que semble penser le patron, Jean-Luc Campora, amateur de clin d'œil à l'histoire et de grands millésimes. On sait notamment qu'il avait coché l'année 1997, marquant les 700 ans de la dynastie Grimaldi, avec le succès qu'on connaît, et qui se verrait bien accrocher un nouveau grand cru à son palmarès. Un objectif qu'il nous révélera une fois la saison terminée et le titre en poche. Mais enfin, pour nous, nous avions comme objectif ce titre qui est important pour nous et qui psychologiquement est pour nous aussi important puisque c'est le titre de l'an 2000. Et comme je m'amuse en galégeant un petit peu, je dis que le titre de l'an 2000 restera dans les mémoires pendant 10 ans. En coulisses cependant, Jean-Luc Campora doit alors faire face à une contestation qui vient de haut, de très haut. En effet, le prince Albert, qui n'est alors que prince héréditaire, attaque très violemment le président historique de l'AS Monaco dans les colonnes de l'équipe. Je ne peux me satisfaire de l'image que renvoie l'AS Monaco. Nous n'avons personne en place qui dégage le charisme nécessaire.
le prince s'en prend directement à Campora. C'est un homme qui cumule les fonctions, ce qui lui confère certes une grande expérience. En revanche, cela l'empêche de trancher rapidement dans les affaires courantes du club et c'est regrettable. Selon les bons connaisseurs des affaires monégasques, au-delà de la situation sportive, c'est bien une guerre de pouvoir politique à laquelle se livre le futur souverain, plaçant ses pions pour le règne qui s'approche. Une lutte de génération, qui trouve un bouc émissaire en la personne de Jean-Louis Campora, qui, au-delà de son rôle de président de l'AS Monaco, cumule la fonction clé de président du Conseil monégasque. Ce dernier tiendra toutefois bon, pas pour très longtemps, il quittera le club à l'été 2003, et je vous renvoie à la série de mon collègue Damien intitulée Le Périple Rouge pour en savoir plus. Mais en attendant, c'est bien Campora qui va préparer le club à viser ce qui serait le 7e titre de l'histoire des Rouges et Blancs, l'occasion alors d'égaler le FC Nantes, de se rapprocher de Saint-Étienne et de Marseille, à une époque bénie où l'Olympique lyonnais n'a toujours pas gagné le moindre championnat et où le PSG stagne encore à 2 unités. Cette ambition, ce rêve, vont rapidement se matérialiser dès le mercato d'été. Mais ça, ce sera l'objet de notre 2e épisode. Je vous dis donc à très bientôt, Dagemunego.